Bien, rebonjour à tous et bonjour à ceux qui nous ont rejoints pour cet après-midi. Nous allons poursuivre donc nos échanges, nos travaux avec la deuxième après-midi qui est assez chargée. Assez chargée, je m'excuse d'avance parce que je pense que, comme d'habitude dans ce genre de format, il y aura des frustrations. On ne pourra pas avoir la parole dans la salle autant qu'on le voudrait, c'est un peu dommage. Mais parfois, dans ce genre de format, l'important est aussi d'écouter ce que viennent nous dire les intervenants. Je pense que ce n'est pas inutile. Alors cet après-midi, nous allons commencer par une table ronde sur le thème « Vers un renouveau du contrat de travail », point d'interrogation. Et comme vous l'avez vu, on va avoir des interventions de magistrats, professionnels, non professionnels et d'avocats. Je pense que leurs interventions vont susciter des interrogations. Peut-être que sur cette partie de la table ronde qui va être animée par Madame Nathalie Baruchel, je pense qu'il y aura sans doute beaucoup d'interrogations. Et Madame Telpa. Ce n'était pas indiqué, Anne, donc je ne savais pas. Et ensuite, nous allons poursuivre avec le contentieux devant le Chambre sociale de la Cour de cassation, évolution et perspective, avec Maître Thomas Lyoncon qui est là, à qui j'ai promis beaucoup de questions. Je pense que je ne serai pas le seul à avoir en lui en poser. Ensuite, monsieur le professeur Christophe Radé, qui a déjà pris de la distance, mais je pense que c'est pour réviser, qui est tout là-haut, qui interviendra sur le thème vie personnelle et vie professionnelle, nouvelles frontières. On a déjà abordé un tout petit peu ce matin la question, professeur, ce qui veut dire que vous aurez beaucoup de choses à nous dire, en tout cas beaucoup de questions auxquelles il faudra répondre. Puis l'évolution du dialogue social, nouveaux thèmes et nouvelles pratiques, avec Madame Nicole Magui-Germain, qui est également là. Voilà. On a échangé également, Madame, vous êtes également attendue. Et puis on terminera par les salariés, acteurs des engagements éthiques de l'entreprise, avec Madame Emmanuelle Mazuillet. Je ne sais pas si elle est arrivée. On vous attendait. On avait le cœur qui battait comme ça. On se demandait si vous seriez arrivée. En tout cas, merci beaucoup, Madame. Je pense, excusez-moi d'insister, mais elle a eu des problèmes pour arriver compte tenu des difficultés que vous savez de carburant. Elle vient de loin et voilà. Pas de loin. De Lyon ? De Lyon. Comme quoi, même de Lyon, ça peut devenir très lointain lorsqu'on a des difficultés à avoir du carburant. En tout cas, merci, Madame, vivement d'avoir fait l'effort de venir jusqu'à nous. Et on vous attend évidemment sur votre intervention avec impatience. Puis les propos conclusifs avec monsieur le professeur Antoine Jameau. Vous savez, monsieur Jameau, que quand vous êtes là et quand on sait que c'est vous qui allez faire des propos conclusifs, tout le monde va scruter avec attention tout ce que vous aurez à nous dire. Je pense, en faisant le point sans anticiper entre ce qui s'est passé ce matin et ce qui se passera cet après-midi, je pense que, comme d'habitude, vos conclusions seront assez saillantes. En tout cas, je les attends saillantes. Généralement, c'est comme cela que ça se termine quand vous êtes présent. Comme ça, tout le monde est préparé sur ce qui va se passer. Et en plus, ça permet d'aiguiser l'appétit des uns et des autres. Donc, tout le monde ne partira pas en courant aux environs de 17h, j'espère en tout cas. En tout cas, à mon tour, je vous dis merci à tous d'être venus à ce colloque, qui est un lieu de partage. En tout cas, il se veut comme ça. Et il se veut aussi un lieu d'approche transversale. C'est ce que vous avez pu peut-être appréhender ce matin en voyant des médecins du travail, en voyant des psychologues, des philosophes, des sociologues. C'est un format assez inédit, mais un format auquel on tient parce que ça permet de faire un peu le tour et l'éventail de cette matière que nous pratiquons tous ou que nous vivons tous. En tout cas, si ce n'est pas dans notre pratique professionnelle, c'est en tout cas dans l'entreprise. Alors, comme on va essayer de rattraper un petit peu le temps, on a 11 minutes très précisément de retard et que je vais être le maître du temps. J'adore ça, ça ne m'arrive pas souvent. Monsieur le Président, je vais être le maître du temps. C'est un vrai plaisir. Donc on va essayer vraiment de tenir ce temps parce que plusieurs d'entre nous vont reprendre le train, vont reprendre l'avion et donc voilà, pour des raisons, de ces impératifs, il va falloir qu'on tienne ce temps. Donc d'avance, ne m'en tenez pas rigueur si on était amené à couper un peu vos interventions. Voilà, je n'en dirai pas plus.
Je donne tout de suite la parole donc à Madame Nathalie Baruchel et Madame Anne Talpin pour cette première table ronde de l'après-midi. Alors, pour ouvrir cette table ronde donc consacrée à la question du renouveau du contentieux du travail, j'ai choisi donc de mettre en exergue une citation d'Evelyne Serverin, directrice de recherche, tirée de son rapport de juillet 2019 consacré aux affaires prud'homales dans la chaîne judiciaire de 2004 à 2018. Dans une économie où le contrat de travail de droit privé reste de loin le principal support juridique de l'emploi, l'évolution de son contentieux constitue un indicateur pertinent d'analyse de l'environnement du travail. Donc il me semble que ça fait vraiment le lien avec la question qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la métamorphose de la relation de travail. Donc pour ce faire, nous allons nous interroger et échanger avec donc, les praticiens autour des évolutions donc, quantitatives et qualitatives du contentieux du travail, qu'ils perçoivent donc dans leur pratique professionnelle. Alors pour débattre de ces deux axes, l'évolution quantitative et l'évolution qualitative, nous allons interroger maître Sophia Camerino du barreau de Grenoble, monsieur Luc Charby, vice-président du Conseil de prud'homme de Grenoble, Madame Sophie Géraldine Basset, présidente du Conseil de prud'homme de Grenoble, Monsieur Frédéric Blanc, conseiller à la Chambre sociale de la Cour d'appel de Grenoble, et enfin Maître Ethan Cartalag, avocat au barreau de Grenoble. Alors, première question sur l'aspect quantitatif du contentieux du travail. On constate ces dernières années une baisse du contentieux du travail. Est-ce que, selon vous, cette baisse du contentieux du travail pourrait être une illustration des métamorphoses de la relation de travail et, dans l'affirmative, quelles seraient ces illustrations ? Alors, je vais peut-être donner prioritairement la parole, en tout cas en premier, la parole au conseiller du Conseil de prud'homme de Grenoble, qui statue sur ce contentieux en premier ressort, et puis ensuite aux autres. Merci. Bonjour à tous. Je tiens à préciser que je fais partie de la section encadrement. Voilà. Et de mon point de vue sur les métamorphoses de la relation du travail par rapport à la baisse du contentieux, je ne suis pas certaine que ça soit lié à la métamorphose de la relation du travail, mais plutôt à la complexité, je dirais, de la requête. Lorsque vous devez faire une saisine et que vous avez une requête qui comporte plusieurs pages, plusieurs points qui ne peuvent ne pas être simples à la compréhension, je pense que ça peut retenir certains salariés à intenter une action. Ensuite, de mon point de vue, ce qui peut amener à effectivement un nombre moins important de saisines. Alors je sais que je vais ne pas satisfaire certains avocats dans la salle, mais ce n'est pas grave, c'est la médiation. Parce que de mon point de vue, la médiation va à l'encontre de certains principes fondamentaux de la justice prud'homale, notamment la gratuité, je dirais le fait qu'il y ait des juges, même si on est non professionnel, qui puissent rendre une décision qui soit après connue dans le monde du travail, dans la société. Et donc, c'est pas, je dirais, un dispositif auquel vous comprendrez, j'adhère. Sinon, en matière de diminution du contentieux, sur le CPH de Grenoble, depuis 5 ans, nous sommes relativement stables, puisqu'en moyenne, nous enregistrons 1100 affaires.
Alors bien évidemment, il y a des années plus hautes que d'autres, mais si on prend l'année de la pandémie, eh ben, ça n'a pas été l'année la plus faible pour notre conseil. Voilà, je vais céder la parole au vice-président. Merci. Pardon. Bon, je partage une partie du diagnostic qui a été fait. Et notamment, bon, moi, personnellement, je ne vois pas non plus de corrélation évidente entre les métamorphoses de l'évolution, de la relation de travail, avec la diminution du contentieux. Concernant la médiation, moi, je n'ai pas d'avis aussi tranché. Simplement, je dirais que il me semble qu'il y a un élément important qui a joué dans la diminution des contentieux qui arrivent devant notre Conseil, c'est l'évolution de la législation et notamment le recours aux ruptures conventionnelles qui, alors évidemment, on n'a pas d'éléments, nous, là-dessus, par rapport aux statistiques du nombre de... Enfin, moi, j'en ai pas, en tout cas, de nombre de conventions signées entre employeurs et salariés et qui évitent d'arriver devant notre Conseil. Mais je suis Baudor que c'est quand même l'essentiel de la diminution du contentieux devant notre Conseil. Après, effectivement, selon les sections, c'est un peu différent. Il y a aussi une évolution, on va dire, de la typographie ou des entreprises dans le département. L'industrie, aujourd'hui, fait face quand même à une baisse du contentieux, mais je pense que c'est aussi lié au fait que l'emploi industriel baisse chez nous, comme partout en France. Après, au niveau de l'encadrement, je pense que c'est assez stable. C'est même peut-être un petit regain. Au commerce, évidemment, avec les nouvelles technologies, on a de plus en plus d'entreprises qui sont rattachées à la section commerce. Donc ça augmente le contentieux aussi. Voilà. Mais corrélation, moi, j'en vois pas non plus. D'accord, merci. Est-ce que peut-être au niveau de la Cour d'appel, on a un autre avis, Monsieur Blanc ? Non, je partage exactement le même avis. Alors, il ne faut pas négliger sans doute les nouvelles formes de travail, notamment le statut d'auto-entrepreneur, parfois dans des conditions qui en fait cachent une relation de travail. Mais je partage les deux avis exprimés. C'est essentiellement les réformes de procédure et les réformes de fond qui ont, de notre point de vue côté magistrat, la Cour d'appel, engendrer un peu moins de saisines, et encore, c'est pas si évident que ça pour certains CPH comme à Grenoble, avec aussi une nuance sur la difficulté de recueillir des statistiques, d'avoir des statistiques fiables, puisque sur le ressort de la Cour d'appel de Grenoble, nous n'avons pas de statisticiens, hein. Il y a des cours d'appel qui en ont, donc bon, il faut aussi nuancer les chiffres. Sur les réformes récentes de procédure, bien évidemment, il y a la question des requêtes, mais il y a aussi la fin de l'unicité de l'instance qui a joué un rôle. La procédure écrite en appel a énormément complexifié pour les avocats et puis pour les défenseurs syndicaux qui sont maintenant quasiment absents, hein, tellement c'est complexe pour tous les praticiens, y compris pour les magistrats. Avec des jurisprudences en plus, non pas de la chambre sociale, mais de la deuxième chambre civile qui s'applique au moins par anticipation, parce qu'on ne sait pas encore ce que va dire la chambre sociale, qui sont très restrictives, qui mettent encore plus de règles d'exigence. Donc ça freine sans doute beaucoup de plaideurs, d'avocats, y compris pour faire appel. Ce passage en procédure, de la procédure orale à la procédure écrite, à mon avis, ça a été pour les avocats vraiment du droit du travail, une révolution copernicienne. À mon avis, maintenant, c'est à peu près intégré, mais enfin, ça a été compliqué. Et puis, sur le fond, il y a le raccourcissement drastique des délais de prescription. Il ne faut quand même pas oublier qu'on était sur des délais de trentenaire il y a... avant 2008, sur certaines demandes, on est passé à 1 an à compter des ruptures et 2 ans sur les questions d'exécution, avec évidemment des exceptions sur le harcèlement, sur les discriminations, sur le préjudice. Les barèmes d'indemnisation pour les licenciements, clairement, ça peut dissuader des salariés avec des petites anciennetés de venir consulter un avocat, pour un avocat de saisir, compte tenu des perspectives
incertaine de gains par rapport au coût de toute procédure, coût alourdi sans doute, mais ça les avocats nous le diront peut-être mieux, par la procédure écrite, par les exigences procédurales. Enfin, je pense qu'il faut beaucoup plus de travail pour le même dossier maintenant que 10 ans avant. Il y a aussi la question de l'abandon du préjudice nécessaire, donc par la Cour de cassation en 2016. Alors, il n'est pas abandonné, mais laissé à l'appréciation souveraine des juridictions du fond. Donc là, les perspectives de gains sur des problèmes d'exécution, des manquements, sont beaucoup moins certains que... Enfin, les perspectives de succès sont moins certains. Il y a aussi toute la réforme sur le contentieux collectif des institutions représentatives du personnel, avec une diminution drastique du nombre de représentants du personnel, des règles qui ont beaucoup évolué, voilà, y compris notamment les délais sur les contestations des accords. Maintenant, c'est plus de 2 mois. Enfin bon, tout ça, à mon avis, joue sur la diminution du contentieux en droit du travail, et puis des positions aussi, des inflexions jurisprudentielles. Je pense notamment à l'abandon du co-emploi. Alors évidemment, il n'y a pas tant de salariés que ça qui viennent demander un co-emploi, mais enfin, le fait que la chambre sociale l'ait ouvert puis refermé, voilà, ça, il y a des contentieux qui se tarissent ou qui se ferment. Et puis, bon, j'en ai oublié, mais il y a aussi la réforme du licenciement économique, c'est plus ancien, mais outre les problèmes de répartition, maintenant qui sont à peu près réglés entre le juge administratif et le juge judiciaire, bon, pour les avocats qui sont des avocats de droit du travail, droit privé, ça ne va pas forcément de soi d'aller contester des documents unilatéraux ou des accords majoritaires dans le juge administratif, dans des délais restreints, avec une portion de contestation qui est devenue un peu congrue pour les licenciements économiques collectifs pour le juge judiciaire. Donc ça aussi, ça joue sans doute. Mais il y a un mais, les avocats, notamment les avocats des salariés demandeurs, ont commencé à développer des stratégies de contournement, voilà, pour réalimenter le contentieux. Voilà. Donc ça, on en parlera peut-être après. Mais... Merci beaucoup pour ce panorama. On va justement donner la parole à Maître Camerino. Bonjour, oui, effectivement, je pense que tout a été dit par les différents interlocuteurs. À cela, je rajouterai effectivement, outre l'inflation législative, le développement des modes de règlement amiable des conflits. Je pense que, en tant que praticien, on a effectivement de plus en plus de négociations qui se font dans le cadre des dossiers, négociations en dehors de tout contentieux ou en cours de procédure. Et qui devient également de plus en plus compliqué compte tenu des règles d'optimisation du régime fiscal, du régime social. Donc effectivement, de plus en plus une pratique, en tout cas de plus en plus complexe de nos jours qu'il y a 10 ans en arrière. Effectivement, on y passe plus de temps aujourd'hui sur un dossier qu'il y a 10 ans. Moi, quand j'ai commencé, on m'indiquait que des conclusions de plus de 10 pages ne permettaient pas une bonne compréhension de l'affaire, qu'il fallait pouvoir exposer la problématique de manière claire, précise et succincte. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez effectivement avec une diversification des fondements juridiques, des conclusions de 50, 60 pages, même devant nos premiers juges, conseillers prud'homaux. Donc effectivement, une complexification et des fondements juridiques et des procédures, une durée aussi des procédures qui est celle qu'elle est. On a la chance à Grenoble effectivement d'avoir des magistrats qui sont conscients de cela et qui font en tout cas tout pour raccourcir les délais pour les justiciables, mais ils sont tels qu'ils sont. Donc effectivement, je pense que ça permet de développer les modes de règlement alternatif des conflits, et en tout cas on tend à cela aujourd'hui. Oui, alors pour compléter les propos qui précèdent, on a indiqué qu'au Conseil prud'homaux de Grenoble, a priori, les chiffres sont plutôt stables. Ce qui montre un petit peu l'inventivité des avocats au niveau du ressort. Mais au niveau national, c'est un peu différent. On a, entre 2010 et 2020, on est passé de 220 000 saisines à moins de 100 000. On est environ à 0,5% de saisines des salariés par année. Donc ce qui est quand même extrêmement faible et qui a beaucoup baissé. Donc il y a plusieurs manières de voir les choses. Soit on considère que ça n'illustre pas la métamorphose de la relation de travail, et dans ce cas, c'est qu'on est dans une belle société, où il y a moins de problèmes, où tout va mieux, où tout est de plus en plus sécurisé, une société apaisée, une ville apaisée. Voilà, on peut interpréter dans ce sens-là, et on peut considérer que la rupture conventionnelle en 2008 a été à l'origine aussi de ça, parce que pourquoi une rupture conventionnelle, c'est facile à faire finalement, quand on s'entend bien, ça se passe bien.
Ça, c'est une version qu'on peut soutenir et que j'entends parfaitement et qui a participé, à mon sens, à la baisse du contentieux. Il y a une autre version et qui a été évoquée par le président Blanc, c'est le fait qu'on tape dans le portefeuille. Aujourd'hui, un rendez-vous sur 2, un rendez-vous sur 3, lorsqu'on reçoit des salariés, on finit le rendez-vous en leur disant ouais, vous avez peut-être raison, on a des preuves, on a des manquements, on a des choses, mais si c'est pour aller chercher 3 000 €, qui est à peine le coût de l'avocat, à quoi ça sert? Est-ce que vous avez perdu une fois dans la relation de travail? Est-ce qu'on vous envoie au contentieux pour perdre une deuxième fois au niveau financier? Et là, on a une difficulté. Et ça illustre, c'est illustré par les métamorphoses de la relation de travail, notamment liées aux réformes mises en place par le législateur. On a parlé de la prescription. Faut se rappeler qu'avant le changement de 2 ans à 1 an, on a eu la loi de sécurisation de l'emploi, qui était plutôt la loi de sécurisation du risque lié à l'emploi, peut-être, qu'il faut dire sur ce point-là. On était à 5 ans de prescription, on est passé à 3 ans sur les salaires, 2 ans sur l'exécution de la rupture, ensuite 2017, 1 an sur la rupture. Une personne qui est en burn-out et qui s'est fait licencier, quand on lui dit au bout d'1 an et 2 mois qu'elle vient nous voir, non, c'est raté, mais j'étais pas en état. J'ai des arrêts de travail, j'étais en hôpital 2 jours, j'ai été interné à Saint-Égrève, par exemple. Ouais, mais ça marche pas. Je suis désolé. On peut plus le faire. Donc ça, c'est quand même une réalité qu'il y a au niveau des saisines. On peut parler des barèmes Macron. Les barèmes Macron, je pense qu'on ne le voit pas encore trop dans les chiffres, la baisse du contentieux. Pourquoi? Parce que quand il est arrivé, ce barème Macron, on a tous un petit peu bombé le torse, côté salarié, côté employeur, peu importe. Ça ne passera pas, les juges feront front sur ce point-là. Et on a continué à demander des indemnités au-delà des barèmes. On a été suivi en majorité par le Conseil des prud'hommes de Grenoble, par la Chambre sociale également de Grenoble, jusqu'au jour du 11 mai où on était en audience. On a tous reçu ce petit SMS qui nous a dit « Ah c'est fini, en fait ». Donc on s'est dit, on va demander à la Chambre sociale de faire résistance. Attention, il y a encore l'assemblée plénière, on connaît d'autres histoires qui ont pu se passer comme ça, et on aura une jurisprudence, un revirement. Dans les arrêts, pour l'instant, on ne constate pas cette résistance, mais ça change notre discours vis-à-vis des clients. C'est-à-dire qu'en 2017, quand il y a eu la réforme, on leur disait, vous inquiétez pas, certes, il y a le barème, mais on demande au-delà, et ça se confirmait qu'on arrivait, parfois quand on le justifiait, notamment sur les petites anciennetés. Je me rappelle d'un arrêt du 2 juin 2020, je crois, qui était rendu par l'ancien président Sylvan, dans le cadre duquel il indiquait quasiment noir sur blanc que pour les petites anciennetés, c'était pas concret de considérer qu'avec un mois de dommages et intérêts, on réparait un préjudice. Et donc, on pouvait quand même bien s'en saisir. Donc ça, c'est une difficulté, on tape dans le portefeuille. L'autre problème, c'est la frustration du justiciable. Certes, il y a beaucoup moins de saisines, mais les délais sont assez longs. Quoiqu'à Grenoble, on est quand même en dessous des délais nationaux, donc c'est que finalement, que ce soit magistrat ou conseiller ou avocat, on travaille quand même plutôt bien. À Grenoble, on va plutôt assez vite. Mais reste qu'on annonce des délais assez importants, les délais d'appel, n'en parlons pas, et on sacrifie, à mon sens, et ça je n'engage que ma parole là-dessus, on a entendu le professeur Benatar ce matin parler de, on va dire, l'efficacité au détriment de l'utilité. Vous savez, cet exemple, il avait coupé le jambon sur l'os et finalement il y avait une tendinite qui arrivait derrière. En fait, moi je considère un petit peu qu'on sacrifie le justiciable sur l'autel de l'efficacité. Il faut aller vite, il faut faire au mieux, il faut faire au plus clair. Il faut expliquer à nos clients que finalement le préjudice, vous inquiétez pas, tout va être pris en compte, tout est étudié. Mais ça fait 4 ans qu'il est en procédure, ce justiciable, et on lui dit de ne pas venir à la cour d'appel. En première instance, il y a encore un rempart, mais on a des temps de plaidoirie très restreints. Une partie du préjudice est compensée pour le justiciable, non pas seulement dans la décision, mais à l'audience, à ce qui est dit, à la voix portée. On porte aussi une partie la voix du client. Donc peut-être que ce n'est pas tout le temps efficace, mais n'est-ce pas utile? Parce qu'aujourd'hui, on est quand même, à mon sens, dans une justice prud'homale où de plus en plus, si je caricature, on est sur la justice des anciens et des cadres. Les cadres par leur rémunération et par des dispositions avantageuses de la convention collective, et les anciens par leur ancienneté. Et donc ça veut dire qu'il y a tout un pan des salariés qu'on laisse un petit peu à côté. Alors oui, on passe entre guillemets par la petite porte de l'exécution du contrat de travail et on passe de 3 demandes à 15 demandes, mais en fait c'est pas parce qu'on veut complexifier les choses, c'est simplement parce qu'on veut rapporter la réalité du terrain, du préjudice, à travers des demandes juridiques. Parce qu'à une époque peut-être la rupture du contrat permettait d'indemniser peu ou prou, globalement, la relation de travail. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et on a une distinction. Le préjudice, il n'a pas changé en 15 ans, on se trouve toujours de la même manière, c'est juste le montant qui a changé. Concrètement. Donc, sur ce point-là, c'est ce qui explique, à mon sens, qu'on arrive sur un risque. Le risque, c'est la défiance envers la justice, et je nous mets avocats dedans aussi, parce qu'on participe à ça. Le risque, c'est finalement que le justiciable se retrouve
plus vraiment dans cette justice, qui considère que qui perd dans tous les cas, et que finalement, le jour où la justice n'est plus rendue dans les prétoires, on se demande où est-ce qu'elle est rendue, et peut-être par des mouvements sociaux, par des choses où en fait finalement on ne contrôle peut-être plus vraiment les choses. Donc on a un rôle, nous, en tant qu'avocats, de continuer à être inventif, de continuer à montrer ce qu'est le préjudice, à aller sur des choses de plus en plus juridiques. Certes, on ne fait pas 50 pages de conclusion parce qu'on a envie d'écrire et qu'on a la main agile, mais plutôt parce qu'on cherche également une certaine efficacité, mais toujours en prenant en compte le vrai préjudice aussi de nos clients, qui ne passent pas que par l'indemnisation. Merci. Alors, on vous propose de passer maintenant à une évolution plus qualitative. Et justement, Maître Camerino, vous l'avez évoqué, c'est la question des fondements juridiques qui sont invoqués devant les juridictions, avec le développement notamment des fondements sur des textes internationaux, européens, pour contrer un certain nombre de textes nationaux. Voilà. Donc la complexité que ça apporte nécessairement au contentieux. Et donc du coup, je commencerai peut-être par interroger justement les avocats, puisque c'est vous qui apportez donc ces fondements juridiques, pour avoir votre avis sur est-ce une évolution, est-ce... Alors vous avez... fondements internationaux européens, pour ma part, j'ai plutôt vu effectivement des développements s'agissant de lutter contre le barème Macron. Voilà, on a tous vu des jeux de conclusion en ce sens. Sur le fond des dossiers, pas tellement. On l'a effectivement peut-être un petit peu plus en incident devant la chambre sociale quand on invoque le droit au justiciable à l'accès à la justice. C'est évidemment quand on peut se heurter à une caducité de notre déclaration d'appel et que ça donne le coup d'arrêt à la procédure en cause. Donc on invoque la CESD, la CESD agence dans ce cadre-là. Autrement, dans le fond des dossiers, effectivement, si j'ose dire, tous les jours, hormis pour lutter contre ce barème Macron, moi, j'en vois pas tellement. Multiplication des fondements juridiques, plutôt effectivement d'un point de vue civiliste, où on essaye effectivement avec le code civil, le droit des contrats, d'obtenir notamment une indemnisation haute parce qu'on est limité par le barème Macron. Donc on part plutôt sur, par exemple, les dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires, avec le préjudice distinct. Donc effectivement, il y a un article du code civil qui le prévoit. Moi, je vois en tout cas, à mon sens, plus de possibilités en tout cas ou d'arguments invoqués d'un point de vue droit des contrats pur. Et les textes conventionnels ? Moins. J'en ai pas vu moi hormis. Oui, bien sûr, mais ça fait partie du corps de nos écritures en temps normal. C'est nos conclusions tous les jours, bien sûr. Et on a le contrat de travail, on a les accords de branche, on a les accords collectifs. Ça, si j'ose dire, c'est la base de notre travail. Donc il n'y a rien qui est nouveau par rapport à ça. Alors, je vais faire très court parce que j'ai beaucoup parlé juste avant et j'en ai conscience. Donc je vais être assez rapide sur à mon sens, on va de plus en plus aller sur les directives européennes. Pourquoi ? Parce qu'on a des rapports de la Cour de cassation qui nous expliquent qu'on peut réouvrir la porte qui avait été fermée en 2016 sur le préjudice, la fin du préjudice automatique. Et on se sert souvent, quand on lit les rapports de la Cour de cassation, des arguments, des directives européennes, de la législation supralégale, pour expliquer que le préjudice automatique, il existe encore un petit peu. Et au fur et à mesure des arrêts, 2017, 2019, 2020, sujet individuel, sujet collectif, on y revient de plus en plus. Donc pour ça, oui, on l'utilise. On utilise également... Après, pour les choses assez classiques, c'est-à-dire le repos, pour prendre conscience que les violations liées au repos, c'est quand même des normes européennes, c'est pas pour rien. Par rapport au forfait jour, c'est quand même une exception européenne, et c'est pour ça qu'il y a des normes extrêmement rigides, peut-être sur ces points-là, parce que on considère qu'on ne décompte pas le temps de travail en termes horaires. Donc ça, c'est pour le premier point. Sur la multiplication des fondements juridiques, je pense que j'en ai parlé un petit peu avant, donc je ne vais pas forcément aller dessus. Et sur l'articulation, il y a un point qui est important de cibler. Alors oui, c'est vrai que ça
ça peut rendre les choses un peu plus compliquées, parce qu'à une époque, il y avait vraiment le principe de faveur. Donc on regardait le contrat, on regardait la convention collective, et puis même si on n'avait pas tous les éléments, peu ou prou, on arrivait à dire au client, ouais, on est bon, on n'est pas bon, on voit ce qui est respecté, pas respecté. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué, et on arrive dans des procédures où on lance des requêtes, et on n'a pas forcément toutes les informations. C'est la difficulté d'obtention des éléments d'accords d'entreprise, d'engagement, de différents engagements, etc., etc. Ou ce qui fait que quand on lance la procédure, on dit un peu au client, a priori, là, on devrait être bon, mais si vous ne vous rappelez pas avoir signé un petit document qu'on vous a peut-être jamais donné, mais que vous avez quand même peut-être signé, entre guillemets, sur le coin d'une table, on va nous le ressortir et on va aller sur des débats très procéduriers, entre guillemets. On va aller sur l'opposabilité ou la non-opposabilité de ces différents éléments, et ça complexifie quand même un petit peu le débat, j'en reste là. Oui. Par rapport à la multiplication, je dirais, des demandes, effectivement, nous le constatons, puisqu'on a tendance à dire que l'on voit des demandes à tiroir, avec des demandes à titre principal, à titre subsidiaire, à titre infiniment subsidiaire. Et donc, effectivement, sur les fondements, ça va être une demande sur la nullité du licenciement. Et puis, si on ne répond pas à cette demande, il y aura la demande d'une reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, etc., etc. Par rapport, effectivement, au contournement du barème Macron, il y a bien eu des décisions, des avis, et après, j'aurais tendance à dire que ça reste, au moment du délibéré, une latitude donnée aux magistrats que nous sommes. Donc après, le débat pourra être ouvert, de même avec le vice-président et vous dans la salle, mais je pense que c'est un très bon sujet d'actualité. Oui, tout à fait. C'est un sujet d'actualité, mais qui a été tranché pour l'instant. Je dirais, moi, pour être clair par rapport à la latitude que nous pouvons avoir en tant que magistrats, nous, on doit tout d'abord se conformer à la loi et dire le droit. Quand les textes ne sont pas suffisamment clairs, il y a toujours une voie de discussion, de négociation, très bien. Quand les textes sont clairs, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, moi, je reviendrai sur le fond, c'est-à-dire, oui, effectivement, ce que je constate, et moi je suis conseiller prud'homal depuis une douzaine d'années, voilà, c'est pas non plus énorme, mais je peux constater que depuis le début par rapport à aujourd'hui, la matière se complexifie. La matière s'est considérablement complexifiée et quelque part, on a une addition de normes qu'on n'avait peut-être pas dans cette proportion-là auparavant, puisque en fait, on avait une certaine universalité des choses avec la loi, les conventions collectives. Ça s'appliquait à tout le monde. Aujourd'hui, on va chercher les conventions de branche, les conventions d'entreprise, donc ça rajoute un peu de complexité. Il y a aussi la référence au droit international. Oui, donc ça devient très compliqué. Et alors, à partir du moment, alors je ne sais pas si c'est un lien de cause à effet, mais à partir du moment où c'est compliqué, on a aussi une prolifération, entre guillemets, des demandes, et comme ça a été évoqué tout à l'heure, voilà, des conclusions qui sont de plus en plus consistantes, et des plaidoiries qui sont aussi de plus en plus consistantes. Donc, quelque part, tout ça fait que, oui, et encore, c'est pas simple dans notre position de magistrat. Mais on n'est pas là pour faire dans la simplicité non plus, mais il n'empêche que ça devient un peu compliqué, et je pense qu'on n'a même pas encore tout vu, puisque si on se réfère à ce qui a été dit ce matin, et sur certains éléments que je partage, les bouleversements, enfin les métamorphoses de la relation du travail, telles qu'elles ont été évoquées ce matin, on ne les a pas encore vues arriver chez nous. Elles vont arriver, elles arriveront. Pour certaines, elles arriveront. Je pense qu'on aura un contentieux sur le télétravail, on aura des contentieux sur d'autres matières qu'on a évoquées ce matin. Moi, je crains quand même qu'on n'aille pas, avec le temps, vers quelque chose de plus simple.
Sur les fondements juridiques, notamment du droit européen, je partage ce qu'a dit Maître Cartalag. C'est essentiellement la directive temps de travail hein, qui est mobilisée. De différentes manières, hein, que ce soit sur les conventions de forfait ou par rapport au temps de repos. C'est aussi la Cour de cassation qui, après être revenue, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le préjudice nécessaire, qui est en train de le redécouvrir, donc il rentre par la fenêtre. Là, ça devient excessivement compliqué quand la Cour de cassation fait des virages sur l'aile. On pense notamment à l'égalité de traitement, où c'était clair, on avait une position à un moment, ça change ensuite, donc un resserrement pour la charge probatoire, et puis après on se rend compte qu'il y a du droit européen. Alors là, c'est un accord, c'est présumé justifier une égalité de traitement, sauf lorsqu'on met en œuvre le droit de l'Union européenne. Alors, pour les juridictions du fond, pour appliquer tout ça, ça devient franchement compliqué. Donc là, c'est une des illustrations, et il y a eu des commentaires qui avaient été faits, notamment en doctrine. Je prends cet exemple à dessein où la Cour de cassation a dû repréciser après ce qu'elle a entendu dire dans ses arrêts, où elle a parlé de la mise en œuvre du droit de l'Union européenne. Dans les fondements juridiques aussi qui peuvent évoluer, on le voit côté avocat-employeur, on a beaucoup de mobilisation du droit civil et du droit de la procédure civile, comme si on était dans un contentieux civil classique, et ce généralement comme moyen de défense pour échapper aux règles un peu spécifiques de droit de la preuve en droit du travail. Hein. On nous cite beaucoup l'article 9, l'article 6 du Code de procédure civile, le fait que le salarié ne prouve pas son préjudice. Parfois, alors en oubliant l'existence d'un éventuel préjudice moral, qui, même si on n'a pas de droit punitif en droit français, découle parfois, enfin plus ou moins quand même de la gravité du manquement. En tout cas dans les motivations, c'est pas toujours évident à l'expliciter pour nous. Donc ça, le droit civil est beaucoup plus présent. Il semble-t-il, peut-être que je me trompe, mais c'est aussi une évolution dans la jurisprudence de la Cour de cassation à partir des années 2015-2016, où la Chambre sociale a peut-être plus eu recours au Code civil et dans ses visas d'arrêt qu'elle n'a pu le faire dans le passé. Sur la démultiplication des prétentions, alors il y a une prétention qu'on retrouve quasiment dans tous les dossiers côté salarié, c'est l'obligation de sécurité. On assiste aussi à une démultiplication et parfois à une tentative ou une tentation de demander deux fois l'indemnisation du même préjudice. Alors la Chambre sociale de la Cour de cassation a fixé certaines règles, notamment on sait qu'il y a un préjudice spécifique sur la prévention, notamment du harcèlement moral, qui est distinct du harcèlement moral, mais ça arrive quand même souvent dans les dossiers qu'on nous demande qu'on nous demande à la fois le harcèlement moral ou l'obligation de sécurité, et sous couvert de nous demander de l'exécution fautive du contrat de travail, en fait on nous remet exactement les mêmes faits que ceux du harcèlement moral, ou sous couvert d'une exécution fautive, en réalité on demande deux fois la même chose avec l'obligation de sécurité. Bon, c'est un peu caricatural, c'est pas présenté tout à fait comme ça, mais on a côté juridiction du fond parfois à faire le tri, parce qu'on nous demande des fois la même chose, mais on doit rester vigilant puisque la Cour de cassation nous fixe des règles de droit, et des fois on est tenu d'allouer pour deux chefs de préjudice distincts, l'exemple de la prévention du harcèlement moral et l'indemnisation du harcèlement moral étant sans doute celui qui illustre le mieux ces exigences. Voilà. Merci beaucoup. Alors avant de donner la parole à la salle, nous avions une dernière question, toujours au titre de l'évolution qualitative du contentieux. Il s'agit du thème de la requalification du contrat de travail, qui est d'actualité, notamment pour les travailleurs de plateforme, mais qui pose aussi des questions plus vastes sur le statut de salarié, le statut de travailleur indépendant, sur les frontières entre ces deux statuts. Alors est-ce que vous constatez une augmentation de ce contentieux lié à la requalification, ou une modification de ce contentieux?
Peut-être la parole au magistrat d'abord. Madame Basset. Alors, en termes de renouveau, de modification de ce contentieux, alors si je parle moi de la section encadrement à laquelle je suis, on a déjà eu des dossiers sur, par exemple, le sujet évoqué ce matin du télétravail, notamment par rapport à des grandes entreprises je dirais, qui ont mis en place le télétravail il y a déjà très longtemps. Et donc, j'ai en mémoire effectivement une affaire dans laquelle il y avait un salarié qui était à 100% en télétravail et qui travaillait, je dirais, de manière éloignée du siège de la société et dont le contrat, la convention de télétravail avait été effectivement remise en cause. Et pour faire le lien avec les métamorphoses de la relation du travail et le fait, tout ce qu'on a vécu depuis 2020 avec un développement croissant du télétravail, il est possible qu'on ait un renouveau de nouvelles demandes dans ce domaine-là, quelle que soit la section, parce que je n'ai pas la prétention de connaître tous les contentieux de toutes les sections, mais si on prend l'exemple du télétravail, je ne suis pas sûre que sur le CPH de Grenoble, il y ait eu beaucoup d'affaires relatives au télétravail. Quant à la requalification du contrat de travail, on voit ce type de demande aussi à la section encadrement. On la voit notamment dans des sociétés du domaine de la science, je dirais, parce qu'il y a des partenariats qui sont faits avec des étudiants post-doctorat et qui vont être à un moment donné stagiaires ou CDD dans des entreprises grenobloises qui se retrouvent mis à disposition dans une autre entreprise. Et enfin, vous avez tout un lien qui se crée. Et après, ils vont venir devant la section encadrement pour demander la requalification de leur CDD post-doctorat en CDI, parce qu'ils peuvent avoir passé 5, 6 ou je ne sais combien d'années au sein de ces structures-là. Ma petite expérience en la matière. Merci. Oui, la mienne n'est pas très différente. Sachant que, d'un point de vue personnel, je n'ai pas eu forcément à connaître de problèmes de ce type, de requalification. Mais pour autant, on est confronté aux requalifications de CDD en CDI, mais ça, c'est pas nouveau. Et c'est pas lié aux métamorphoses dont on parlait tout à l'heure. Simplement, moi, je pense effectivement qu'il est possible qu'on ait à terme une recrudescence du contentieux concernant cette notion d'auto-entrepreneur, parce que c'est quelque chose qui a fait corps. Il y a déjà eu des décisions là-dessus, c'est pas nouveau, mais il n'empêche que ça reste quand même une forme de contrat. Enfin, c'est pas un contrat en soi, mais c'est un contrat de sous-traitance, mais qui peut poser question, qui peut être amené à créer du contentieux. Mais on verra. Pour l'instant, moi, je n'ai pas d'exemple précis comme quoi il y aurait une espèce de recrudescence. D'accord, merci. Et au niveau de la cour d'appel ? Alors, au niveau de la cour d'appel, il y a peut-être un délai retard, mais en tout cas, pour les requalifications, pour les travailleurs des plateformes, nous, on n'a pas de dossier pour l'instant. J'y vois deux explications possibles, il y en a peut-être d'autres. Le fait que la ville de Grenoble notamment, et puis peut-être celle de Valence, mais je ne suis pas sur cette section, donc je ne peux pas parler pour tous mes collègues, mais n'a peut-être pas la taille critique pour que ces plateformes, que certaines plateformes s'y implantent, et puis peut-être que ces travailleurs des plateformes, à supposer qu'ils considèrent qu'ils sont en réalité dans
dans une situation de contrat de travail ne sont pas forcément informés de leurs droits. Voilà. Enfin, ils n'ont peut-être pas le réflexe d'aller voir un avocat lorsque leur mission se termine pour faire requalifier. Par contre, je rejoins ce qui a été dit par les deux membres du Conseil de prud'homme. Il y a effectivement ce sujet, ça nous est arrivé en appel de ces stages post-doctorat avec qui sont des dossiers d'une complexité sans nom, puisque en plus se mêlent des règles de droit public, puisque généralement il se trouve que c'est des relations avec plusieurs parties, mais y compris avec des entreprises qui relèvent du juge administratif. On a quelques, mais c'est vraiment anecdotique, un ou deux dossiers sur du portage salarial. Par contre, ce qu'on a plus, c'est des demandes de requalification de contrats de gérance non salariés pour des supérettes, je ne vais pas citer l'enseigne, en contrat de travail, qui de toute façon, dont le contentieux relève de toute façon, pour l'essentiel, même s'il y a une partie tribunal de commerce quand il n'y a pas de requalification du juge prud'homal, mais ça c'est un contentieux qu'on a assez régulièrement, donc je pense que ça va être la section commerce au Conseil de prud'homme. Voilà, mais on n'a pas en tout cas niveau cour d'appel, on n'est pas, moi je pense qu'on a même 0 dossier qui concerne les plateformes. On a effectivement des demandes de requalification sur des statuts d'auto-entrepreneurs, notamment sur le bassin grenoblois, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent sur le modèle économique de la start-up. Où là, il y a des relations de travail qui ne sont pas toujours nouées, en tout cas au départ, sous un contrat de travail, mais sous des statuts un peu divers, généralement d'auto-entrepreneurs, qui se poursuivent ou qui ne se poursuivent pas, promesses tenues, pas tenues, en contrat de travail, y compris parfois avec des allégations de travail dissimulé, mais sur les plateformes, non. Sur le ressort, rien pour l'instant. Merci. Voilà. Et chez vous, les avocats, est-ce que vous voyez... Non, moi, effectivement, je partage le même constat. J'ai effectivement eu un dossier de portage salarial, un autre requalification de sous-traitance en contrat de travail. Je pense plutôt qu'effectivement sur les plateformes, c'est au même titre que ce matin où on parlait de France Télécom et les retentissements du procès pénal, on a aujourd'hui des Deliveroo qui se retrouvent au pénal aujourd'hui. Donc on a effectivement, je pense, peut-être un petit peu plus, et à mon sens, plus d'actions au pénal, en travail dissimulé ou autre, qui font effectivement un petit peu plus de bruit. Maître Cartalag? Oui, alors c'est vrai que la question des plateformes, c'est intéressant parce que ça pose le sujet de la limite entre entrepreneurs et salariat. Et c'est en ça où il y a une prise de conscience au niveau de la société qu'on peut être auto-entrepreneur, mais à quel moment en fait on va sur du salariat déguisé. Alors ce sujet il est très intéressant. Est-ce qu'on le voit de manière extrêmement importante en pratique? À mon niveau, non. Par contre, ce qu'on voit en pratique et qui est important, et ça n'engage que moi encore une fois, c'est une forme d'organisation, de suppression d'une partie du salariat au profit de l'auto-entrepreneuriat. C'est-à-dire des cas beaucoup plus caricaturaux que la question des plateformes, qui est un vrai sujet de délimitation entre le salariat et l'auto-entrepreneuriat. C'est le cas, par exemple, du cuisinier qui est auto-entrepreneur. Le cas un sujet qu'on connaît bien dans nos métiers. Je pose la question, comment une assistante juridique prestataire dans nos cabinets d'avocats, à quel moment elle est salariée et à quel moment elle est auto-entrepreneur? On pose la question. Il y a pas mal, dans tous les métiers, de plus en plus, il y a cette volonté parfois de ne plus prendre des salariés et de passer par l'auto-entrepreneur. À mon sens, il y a 2 raisons qui expliquent ça. La première, elle est psychologique. Alors psychologique, moi je ne suis pas du tout psychologue, donc je vous donne mon avis et puis vous en faites ce que vous voulez, concrètement. C'est de se dire, aujourd'hui, quand on a un salarié qui est payé 2 000 € net, il a un coût de 5 000 à la structure. Il y a un delta de 3 000 €. Ce delta de 3 000 €, à mon sens, que ce soit les salariés ou certaines entreprises, l'acceptent de moins en moins. L'acceptent de moins en moins. Ils disent, mais où vont ces 3 000 €? Et ils attendent de ces 3 000 € davantage une taxe qu'un impôt, entre guillemets, si on parle au sens large. Pourquoi? Parce qu'ils disent, mais est-ce que j'en ai pour mon argent quand il y a 3 000 € que je n'ai pas dans ma poche, mais qu'on doit quand même payer, et si l'employeur les paye, ce n'est pas ce qu'il me donne.
Donc ça, c'est l'aspect assez psychologique de se dire, finalement, est-ce que c'est pas mieux en tant qu'auto-entrepreneur, même si j'ai pas les congés payés, même si j'ai pas certaines couvertures liées au droit social, de se dire, je vais prendre davantage d'argent, je vais avoir la chance d'être à 22% de cotisation quand on est dans le service, et donc d'être hyper concurrentiel en plus par rapport aux autres entreprises, donc de faire un petit peu de dumping social peut-être. Donc il y a cet aspect un peu psychologique qui fait que de part et d'autre, on arrive de plus en plus sur ce type de situation. La deuxième raison, à mon sens, elle est législative. J'en ai 30 secondes. Législatif. Pourquoi? Parce que le statut d'entrepreneur, quand il a été créé en 2008, l'idée c'était de mettre le pied à l'étrier. En 3 clics sur Internet, on devient auto-entrepreneur, mais une fois qu'on est dans la situation, on va ouvrir une société et puis vivre le rêve entrepreneurial, entre guillemets. Aujourd'hui, depuis 2018, les plafonds ont été rehaussés. On est sur du service à 70 000 € de chiffre d'affaires. Concrètement, on peut parfaitement, en tant qu'auto-entrepreneur, réussir à être dans la stabilité par rapport à ce statut. Et concrètement, il y a de plus en plus pour le coup de dossiers qu'on n'envoie pas forcément au contentieux, mais qu'on négocie sur le fait, on est auto-entrepreneur, on a les preuves qu'en fait on est soumis à un lien de subordination, en réalité il y a un aléa existant, mais on tente de les négocier parce que si on va au contentieux et qu'on obtient gain de cause, soit c'est zéro, soit c'est on a tout le package, donc le travail dissimulé, la requalification, la rupture du contrat, le préavis, le licenciement, etc., etc., etc. Donc à mon sens c'est vraiment une question, comment on gère ce statut d'auto-entrepreneuriat et est-ce qu'on n'enlève pas du salariat une bonne partie des gens parce que tout le monde s'y retrouve plus ou moins en apparence. Voilà. Merci beaucoup pour ces témoignages.